Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Dieu! Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, vous êtes à l'écoute de Westrack Radio. On est le mercredi 31 janvier 2024 et c'est parti pour une nouvelle émission. Émission du mercredi, c'est-à-dire cinéma et séries. Aujourd'hui, pendant 1 heure, on va pouvoir retrouver les infos locales avec Mathieu, notre agenda culturel, on va aussi parler météo. Camille va nous présenter une association havraise et étudiante qui s'appelle Menstruaction et qui lutte contre la précarité menstruelle. On aura plus d'informations avec elle, donc avec Camille. Aujourd'hui, la musique aussi, on va la retrouver avec Cassidy, qui est une chanteuse française qui aime la pop, qui aime la douceur. On va pouvoir retrouver 2 de ses titres aujourd'hui. Et puis, comme je vous le disais, nous allons parler cinéma et séries aujourd'hui. Je vais vous parler tout d'abord d'une série qui se passe au Havre et qui raconte l'histoire d'un docker, d'une famille déchirée sur fond de trafic de drogue. Et puis, en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Camille et Nausicaa au micro, puisqu'on va pouvoir faire un petit débat sur un film qu'elles ont vu dernièrement au cinéma. C'est un film qui vient tout juste de sortir, Pauvre créature, un film qui fait beaucoup parler de lui d'ailleurs, et vous allez voir, les avis de Camille et Nausicaa sont assez mitigés. On en parlera donc ensemble en deuxième partie d'émission. On commence donc tout de suite aujourd'hui avec nos infos locales, et avant c'est la météo. Aujourd'hui, mercredi 31 janvier 2024, le soleil se couche à 17h53 et on va donc gagner 2 minutes de soleil. Cet après-midi, le ciel est d'ailleurs dégagé. La température est de 7 degrés, ressenti 5 dans l'agglomération. Le vent est plutôt calme, une légère brise accompagne votre après-midi entre 12 et 15 km/h, orientation du vent sud-ouest. En soirée, le ciel sera fortement nuageux mais pas de pluie à l'horizon. La température va retomber à 9 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h, orientation du vent sud-ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 8h32 et se couchera à 17h54. La durée du jour sera donc de 9h22 et on gagnera 3 minutes de soleil. Demain matin au Havre, il va pleuvoir, c'est le retour des journées pluvieuses, température 9 degrés, ressenti 6. La force du vent va osciller entre 15 et 22 km/h, direction ouest-sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera forte, 94%. Demain après-midi au Havre, du brouillard fera son apparition. La température sera de 9 degrés, ressenti 8 et le vent sera très calme, pas plus de 10 km/h, tourné vers le nord-ouest. Demain en soirée, c'est le retour des éclaircies qui vont parsemer le ciel. Fini donc la pluie. La température sera de 9 degrés. Le vent ne sera pas fort, il ne va pas souffler à plus de 1 km et sera tourné vers l'ouest. Il est l'heure de retrouver les actus locales en compagnie de Mathieu. Et à la une association havraise, l'AREC, qui est menacée de disparaître. Je me suis d'ailleurs rendue sur place cet après-midi pour une interview qui sera diffusée dans votre Magal West du vendredi. N'hésitez pas donc à écouter l'émission de vendredi à partir de 17h pour en savoir plus, mais on en apprend déjà un peu plus avec Mathieu et les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 31 janvier. L'AREC, association réseau échange culture basée dans le quartier du Mont-Gaillard au Havre, se joint à la mobilisation nationale des centres sociaux qui a lieu aujourd'hui mercredi 31 janvier car l'AREC est menacée de disparaître. Créée en 1995, l'association AREC est un espace de vie sociale agréé par la CAF. Elle propose différents projets avec et pour les habitants de ce quartier prioritaire de la ville du Havre. Chaque année, 400 usagers sont accueillis sur ces différents ateliers par les salariés et bénévoles. L'association bénéficie de subventions de la part de la CAF, mais aussi de la ville du Havre, du département ou encore de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Et malgré cela, la structure était en déficit en 2022 et 2023 et peine à remonter la pente si aucune solution pérenne n'est trouvée d'ici mars 2024. Le commissaire aux comptes lancera la procédure d'alerte qui signera la fin de l'association. Le trafic d'aéroport est à la baisse. Les chiffres 2023 viennent d'être publiés avec 81,3 millions de tonnes. Le premier port français perd 4,5% de son tonnage. L'ensemble des ports du Havre, Rouen et Paris
obtiennent cependant de bons résultats en chiffre d'affaires, 416 millions d'euros. Les attaques en mer Rouge, la poursuite de la guerre en Ukraine maintiennent les échanges mondiaux sous tension, une situation qui n'épargne pas les plus grands ports. Anvers, Rotterdam, Hambourg et Bremerhaven ont également vu leur trafic ralentir de 6 à 12% en 2023. Aropa s'en sort plutôt bien et la déception de voir les 3 ports de l'axe Seine repasser au-dessus de la barre des 3 millions de conteneurs est tempérée par les bons résultats financiers du premier port français. Sur les 416 millions d'euros de chiffre d'affaires, la partie domaniale représente 55% du budget, hausse de 10% entre 2022 et 2023. Une nouvelle politique tarifaire à la fois incitative et compétitive a été lancée afin de conforter les trafics sur les grands navires. Une baisse de 20% des droits de port par navire est désormais appliquée, ce qui va augmenter le nombre d'escales tout en renforçant les services réguliers. Depuis vendredi dernier, le photographe Laurent Bréard expose à la galerie Incarnato, une expo intitulée 90-23 qui met en lumière les différents acteurs qui constituèrent la scène musicale havraise des années 90, photographiés en 2023. On y retrouve une trentaine de portraits en noir et blanc pris dans les souterrains du volcan, visages de musiciens, techniciens ou fans éclairés au néon pour recréer l'atmosphère des 90s. Cette exposition sera l'ultime événement organisé au sein de la galerie Incarnato. Ouvert en 2021, Annelise Salmon, sa gérante, annonce ne plus avoir les moyens financiers pour continuer de faire vivre le lieu. C'est en Bretagne qu'elle a choisi de continuer sa route artistique. Elle a déjà posé ses valises dans un petit village des Côtes d'Armor avec entre autres projets la création d'un lieu de résidence pour les artistes. C'est un nouvel espace végétalisé en lieu et place d'un parking disgracieux qui va voir le jour d'ici quelques mois sur la place du Vieux Marché au Havre. Depuis des mois déjà, les passants s'étaient habitués à voir le muséum d'histoire naturelle couvert d'une bâche verte et d'un échafaudage. Pendant que le muséum poursuit sa mutation avant de rouvrir ses portes en septembre 2025, la zone qui lui fait face est en pleine transformation. D'un vulgaire parking goudronné, la place du Vieux Marché va se transformer en un espace végétalisé radicalement différent. Les travaux ont débuté au printemps 2023. Après une concertation avec les habitants du quartier, la ville a opté pour une place jardin, un boulingrin, ainsi devant le muséum. Un parterre de gazon entouré de bordures et de gradins va voir le jour. Et enfin, le festival Polar à la plage est de retour au Havre après un an d'absence, comme l'avait promis l'association Les Encres Noires l'année dernière. Il se déroulera du 13 au 16 juin 2024 sur le front de mer au Havre. Des projections, des soirées lecture, des rencontres, des interventions d'auteurs dans les écoles. Le programme de cette 21e édition vient d'être dévoilé. Une formule recentrée sur 4 jours au lieu de 6, mais non moins dense. Odile Marteau-Guernion, la nouvelle présidente, annonce déjà la venue des auteurs Victor Del Arbol, Éric Foissier, Frédéric Lepage et quelques BDistes qui sont également annoncés. Je vous le rappelle, vous pourrez entendre plus d'informations sur l'association l'AREC du Havre en écoutant le Magal Ouest de vendredi, puisque je me suis rendue sur place cet après-midi. Ils sont à la fois partis à Rouen, directement manifester auprès de la préfecture, mais sont restés aussi pour une partie de l'équipe directement dans le local pour manifester et s'exprimer auprès de leurs partenaires de leurs difficultés. Émission à retrouver vendredi. On retrouve tout de suite nos petits événements. Au Havre, il y a 3 événements ce soir et on en parle tout de suite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, au Havre est organisée une conférence débat sur les effets et les méfaits du cannabis, du chanvre indien. C'est une conférence animée par Jean Costantin, une conférence à but d'information avec le docteur en médecine qui est aussi pharmacien et professeur émérite de la faculté de santé de Rouen, avec autour de lui de nombreux livres sur les désastres causés par le cannabis. Cet événement est proposé par la Cité Culture LH et c'est donc à 18h30 à l'EM Normandie. 20 quai Frissard, ce n'est pas réservé seulement aux étudiants. Le tarif est fixé à 10 € mais c'est gratuit pour les étudiants. Vous pouvez vous inscrire ou demander plus d'informations à l'adresse mail citéculturelh@gmail.com.
Tous les mercredis, le pôle Simone Veil au Havre accueille le café Réseau Escale Emploi. C'est l'occasion pour pouvoir présenter votre CV, poser des questions autour de l'alternance, de stage avec les bénévoles qui peuvent aussi vous conseiller, vous écouter ou vous aider sur votre recherche d'emploi, d'alternance ou de stage. C'est tous les mercredis au pôle Simone Veil qui se trouve 25 rue Le Sueur et c'est donc dans l'après-midi, mais aussi tous les jeudis au Nomade Hôtel 5 rue Magellan. Donc vous pouvez aller sur différents créneaux, c'est totalement gratuit. Le but c'est vraiment de vous informer et de vous aider. Vous pouvez les appeler au 06 22 75 97 12. Et un concert qui est très attendu ce soir au Tetris, c'est la tournée Tremplin Phoenix. C'est un tremplin pour les artistes normands qui peuvent donc se produire sur la scène du Tetris. Découvrez donc les vainqueurs du Tremplin Phoenix Normandie 2023. Vous allez pouvoir entendre Auretial, Lonely Green, French Wanderer. C'est ce soir à 20h. C'est totalement gratuit. Vous pouvez réserver sur le site du Tetris encore maintenant pour être sûr d'avoir une place, même si c'est totalement gratuit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Pauline Lecnec ou peut-être plutôt de son pseudo Cassidy? Elle vient de sortir un nouvel album et c'est notre découverte musicale du jour. Son nouvel album s'appelle Quelque chose de bien, avec beaucoup de douceur, de tendresse. Elle nous propose des titres comme 2020 ou encore Octobre. C'est d'ailleurs ces deux titres que l'on va écouter aujourd'hui dans le Magal Ouest pour découvrir ce nouvel album en partenariat avec la Ferrarock. Je vous propose donc un temps musical. On se retrouve après avec Camille pour parler du reportage de sa découverte de l'association Menstruaction. Et puis après, c'est cinéma et série. On va parler d'une série qui parle du port du Havre et des dockers. Et puis juste après, c'est notre débat avec Camille et Nausicaa sur le film Pauvre créature. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cassidy est de retour avec un nouvel album, Quelque chose de bien, qui est sorti le 19 janvier 2023 chez Vietnam. Faut-il présenter Cassidy? Depuis ses débuts parmi la fine fleur de la scène DIY de Lyon, au sein des groupes comme Satellite Jockey et Tôle Froide, jusqu'à la sortie de son deuxième album remarqué Les gens heureux, sorti en 2021, Pauline Lecnec s'épanouit en tant que multi-instrumentiste et se réinvente en toute liberté. L'autrice, compositrice, interprète se forge une esthétique marquée de références nord-américaines, mélangée à des compositions, elles aussi, pop, cette fois-ci en français, décomplexées et terriblement accrocheuses. Tout va bien.
Cette vitalité rebondissante lui permet d'amorcer son retour et de livrer Sentiment banal, un premier extrait qui prend vie simultanément avec un clip en animation réalisé par Leslie Chanel et Rémi Richarm. Tout s'est passé si vite. C'est sur ces paroles, accompagnées de notes plaquées au piano, que s'élance Cassidy sur I'm 42, à la fois épique et hypnotisante. Une chanson à l'image de ce que l'artiste décrit comme un moment fugace et précieux. Sans regretter ni sans fantasmer, tout s'arrête et ce n'est que quand on cesse de taper du pied et de se balancer à l'écoute de ces montées galvanisantes qu'apparaît l'évidence. Ces choses apparemment insignifiantes auxquelles on ne prête pas attention sont celles qui comptent le plus. Sans regretter ni fantasmer, on peut aussi accorder notre attention à ce qui est devant nous. Quelque chose de bien, c'est le nouvel album de Xidi, sorti le 19 janvier 2023 chez Vietnam. Vous retrouverez sur le site de la ferrarock.org toutes les informations et tous les extraits musicaux. L'album est disponible partout, en physique ou directement sur les plateformes de streaming. Et l'album est en partenariat avec la Ferrarock du 29 janvier 2024 au 4 février 2024. Ce matin, je le sais, je le sens, les choses changeront. Le soleil a percé, les fleurs vont faner. Octobre et tout bascule. Peu m'importe que tout s'effondre, que la lumière autour de nous tombe. Je m'envole pleine de folie. La 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 lumière coule tout autour de moi. J'ai bien failli perdre mon sang-froid. Je n'ai plus de mélancolie. J'ai donné la vie. Il est loin le doux temps des lilas, novembre déjà. À présent, toi et moi, à l'infini, le temps s'arrête un instant. Peu m'importe que tout s'effondre, que la lumière autour de nous tombe. Je m'envole pleine de folie. J'ai donné la vie, la lune. La lumière a jailli sur moi. Je tiens mon enfant dans les bras. Tout est à écrire avec lui. J'ai donné la vie. À jamais sur la même ligne de vie. Décembre et j'ai tout mon temps. Peu m'importe que tout s'effondre, que la lumière autour de nous tombe. Je n'ai plus de mélancolie. La 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 lune. La lumière a jailli sur moi. Je tiens mon enfant dans les bras. Tout est à écrire avec lui. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Et c'était le titre Octobre de Cassidy, un titre diffusé dans votre émission Le Mag à l'Ouest en partenariat avec la Ferrarock, la Fédération des radios musicales et associatives en France. On vient d'écouter ce titre, donc Octobre, et juste avant c'était le titre 2020. On reprend le cours des choses de notre émission et on va donc retrouver Camille qui a découvert une nouvelle association. Quand je dis nouvelle, c'est qu'elle vient de la découvrir, mais cette association, elle existe depuis de nombreuses années et elle lutte contre la précarité menstruelle. Et parmi toutes ces années d'existence, elle continue toujours et encore de distribuer des protections hygiéniques, d'en récolter dans l'agglomération havraise pour la distribuer à des femmes et des personnes dans le besoin. On découvre donc ensemble avec une oreille attentive ce reportage et juste après c'est notre chronique cinéma et séries dans le Mag à l'Ouest. La précarité menstruelle constitue un enjeu important de santé publique et de solidarité. Elle concerne près de 2 millions de femmes, soit une femme sur 10 dans le monde, dont l'accès aux protections hygiéniques est difficile ou impossible pour des raisons avant tout financières. Avec Nausicaa, on a reçu au studio Gaëlle, une des créatrices de l'association Menstruaction qui, face à ce combat de tous les jours, propose des actions quotidiennes. Je suis Gaëlle, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Menstruaction. On est une asso qui lutte contre la précarité menstruelle et on sensibilise sur les règles, donc les menstruations et la sexualité un petit peu. L'association, elle est sur Le Havre et Rouen, donc Normandie à fond. À côté de ça, on est majoritairement composé d'étudiants, ce qui est un peu aussi le biais compliqué de l'asso, c'est-à-dire qu'il faut trouver des bénévoles chaque année puisque les étudiants partent, viennent, etc. Voilà brièvement ce qu'est Menstruaction. Un petit point de définition, de nous dire ce que c'est la précarité menstruelle? Avec plaisir. Du coup, la précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas avoir assez de ressources financières pour s'acheter des protections, donc périodiques. Et ça s'entend aussi dans le sens où il y a un manque d'informations flagrant sur la question des menstruations, que ce soit sur le point de vue médical ou même sociétal, d'où le tabou qui existe. Et donc, voilà, précarité financière, mais aussi morale un peu et sociologique. Éducative. Éducative, complètement. Et alors, t'as dit que vous faisiez une pause, mais ça fait combien de temps que vous existez à peu près? Figurez-vous que cette semaine, le 27 janvier, ça fera 4 ans que l'asso existe. C'est énorme, j'ai l'impression que c'est la semaine d'anniversaire. Et donc, on a créé l'asso en 2020. On est bien en 2024, oui, donc ça fait bien 4 ans, donc voilà. Tu faisais partie de ceux qui ont créé l'association? Oui, en fait, j'avais pas conscience de la précarité menstruelle avant de créer l'asso. Et si j'ai créé l'asso, c'est parce que j'ai eu accès à un article qui parlait de l'association nationale Les Règles élémentaires. Donc cette association, c'est un peu le même concept que nous, en fait. J'ai un peu repris l'idée, c'est-à-dire vraiment sensibiliser et lutter contre la précarité. C'était un choc un peu de me dire j'ai jamais réfléchi à ce problème. Je connais des gens qui en ont souffert, j'ai moi-même déjà souffert de ça, parce que quand t'es étudiant, un mois ne fait pas l'autre, quoi. Même juste de se questionner sur pourquoi c'est tabou, pourquoi t'as honte, et si tu poses pas devant ça, à un moment dans ta vie, tu vas pas forcément te questionner dessus, tu vas te laisser emporter par courant classique de tais-toi si t'as tes règles, si t'as mal c'est ok. Je me suis dit c'est pas ok qu'on soit autant à pas s'être rendu compte de ça. Il faut vraiment faire quelque chose au niveau local, parce que du coup règles élémentaires c'est national et au final en y réfléchissant il y a vraiment plein de choses à faire et c'était cool d'avoir un petit fief normand de lutte contre la précarité, quoi. Et puis surtout étudiant, parce que à l'université il y a pas mal d'assos, mais surtout des assos étudiantines du style BDE, donc c'est pour faire la fête, ce qui est cool, mais il y a pas assez de choses engagées et du coup c'était l'occasion d'apporter un peu de diversité et de réunir les gens au-delà des filières. Et quelles sont vos actions concrètement dans l'association? Donc la base c'est faire des collectes, donc on va devant des supermarchés comme la banque alimentaire, sauf que nous on demande que des protections, ce qui est assez marrant parce que les gens ne comprennent pas du tout et donc c'est le meilleur moyen de sensibiliser au final, parce que de là forcément les gens vont se questionner, vont se dire ah oui, peut-être soit je m'en étais jamais rendu compte, soit ils connaissent déjà et ça leur donne d'autres idées pour agir en fait et des moyens d'action. Et donc c'est vraiment que des protections, on ne demande pas d'argent à ce moment-là, comme ça vraiment les donateurs ils ont conscience de oui concrètement pour ça et pour rien d'autre. Après on a mis en place des boîtes à dons aussi, comme on a créé l'asso en 2020, confinement qui est arrivé dans la foulée, donc on a fait beaucoup d'actions sur les réseaux sociaux pour avoir un autre public même plus large, et donc c'est plein de posts informatifs en fait, des amorces, puisqu'on n'est pas des professionnels de santé. Toutefois il y a quelques professionnels qui sont intervenus, donc voilà, sur les réseaux sociaux vous pouvez avoir accès au contenu un peu éducatif qu'on a fait. On a créé une
super expo qui a été en itinérance là toute l'année dernière dans tous les campus universitaires normands grâce au Crous, le service culturel du Crous Normandie. L'exposition revient là au Havre, vraiment là tout de suite maintenant, au restaurant universitaire jusqu'à début mars. Donc il y aura pas toutes les œuvres, mais il y a une partie et c'était génial en fait. L'expo, elle s'appelle Les règles du jeu. Il y a 3 artistes qui sont venus proposer leurs œuvres et une muséographe qui a fait un travail d'analyse et de recherche un peu ethnographique en fait sur la question des menstruations. Et il y avait aussi des superbes initiatives étudiantes. Donc c'était des dessins qui étaient en lien avec l'exposition. Et donc voilà, donc il y a cette expo. Là on est sur la confection d'un festival à Rouen, parce que du coup on agit au Havre et à Rouen comme je l'ai dit. Après c'est des ateliers, soit on est appelé par des écoles type lycée ou collège, donc on fait des interventions éducatives. En fait en mixité, parce que la volonté c'est aussi d'inclure les hommes avec un grand Z. Non, non, en fait, il faut quand même on les exclut absolument pas de notre cause et de notre lutte. En fait, c'est un travail d'équipe. On est tous sur le sujet. Les hommes sont aussi les bienvenus et surtout, il faut qu'ils aient accès à ces infos. Donc, nos interventions, elles sont aussi à destination des hommes, même les posts qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Mais il y a pas mal d'autres projets qu'on a envie de mettre en place, mais maintenant il faut essayer d'avoir du monde parce que sur le Havre on est vraiment peu maintenant. Du coup ça restera un peu, mais c'est ok, c'est cosy, c'est mignon, c'est cool. Et comment devenir bénévole alors? Et bien c'est tout facile, tout simple. Il suffit d'aller sur le Instagram. Il y a dans la bio, il y a en fait le lien internet en fait où on s'inscrit, c'est un formulaire Hello Asso. Et après du coup en fait vous êtes intégré dans la base de données. Vous avez accès à toutes les mails et c'est pas contraignant. En tant que bénévole, on veut pas forcer, il faut vraiment que ce soit volontaire. Donc si vous n'êtes pas disponible pendant 4 actions, mais que la 5e vous êtes dispo, vous serez tout aussi bien accueilli que si vous aviez été là pour toutes les actions. C'est pas hiérarchique dans l'asso, c'est vraiment, on est sur de l'horizontalité totale. Donc s'il y a des projets qui peuvent être proposés par des bénévoles, typiquement l'exposition, elle était même pas encore bénévole, mais c'est une étudiante de l'université qui nous a contactés, on l'a fait ensemble. Donc on est là pour chapeauter un peu, mais en fait ça va pas que dans un sens. Est-ce que par exemple vous agissiez du coup directement dans l'université? Oui, en fait j'ai oublié que la base c'est l'université en vrai. La première grosse action qu'on a menée, c'était vraiment au tout début de l'asso, c'était la mise en place des distributeurs. En fait les distributeurs ils ont été amenés via l'association et aussi l'université qui a fortement contribué, qui a bien payé, qui a bien contribué. Donc il y a eu les distributeurs qui ont été mis en place, on a des boîtes à dons qui sont disponibles sur le campus et en fait le concept il est assez simple pour ces boîtes-là. Tous les dons qui sont remis dedans, on les remet dans les toilettes où il n'y a pas de distributeur. Comme ça, en fait, là, les étudiants ou les étudiantes peuvent en prendre plusieurs. Bon, même dans les distributeurs, en soi, ils peuvent aussi, mais c'est juste que ça fait encore plus parce que on est tellement nombreux et nombreux à subir ça que même en vrai, sans vraiment être victime de précarité menstruelle, genre juste avoir un oubli, ça arrive à tout le monde. Donc, comme les distributeurs peuvent être vides, parfois, ça permet d'avoir une solution de repli. Et voilà, donc ces boîtes à dons sur le campus sont uniquement pour les étudiantes et étudiants, en tout cas personnes menstruées étudiantes. Et donc on a mis en place une conférence à ce moment-là aussi où on avait invité en fait une ancienne femme sans abri qui maintenant est chroniqueuse. Je crois qu'elle est toujours chez RMC et elle est aussi comédienne et on avait invité aussi le membre d'un collectif qui lutte contre la précarité menstruelle au niveau national et du coup c'était l'occasion d'avoir le témoignage d'une personne qui a vécu à la rue, une femme avec la question des menstruations. C'était super intéressant. On a fait aussi une projection du documentaire d'Angèle Marais qui est je crois que c'est 28 jours, je crois que c'est ça. Mais du coup c'est un documentaire qui parle des menstruations, de tout le tabou. Il est vraiment super et il est en libre accès. Voilà, et là on prévoit pour la clôture de l'exposition là qui est revenue au Havre, on aimerait organiser une conférence d'une autrice qui s'appelle Jeanne Guyenne. Je sais pas si je vais bien dire Jeanne Guyenne ou Guyenne. Elle a écrit un livre qui s'appelle Une histoire des produits menstruels et c'est vraiment la croisée de tout ce qu'on aborde dans l'exposition et c'est hyper riche d'informations et c'est fou comme quoi si on prend juste ce sujet, genre juste une serviette, un tampon qu'on a toutes chez nous ou toutes déjà eu, en fait il y a une sphère énorme de problématiques et de questions qui en découlent et c'est genre super pour déconstruire plein d'aspects, que ce soit le point de vue commercial, publicitaire, tout ça, le point de vue sociétal, en tout cas même classiste, un peu riche-pauvre, parce que dans la création, la mise en place des
produits menstruels. Il y a vraiment eu du séparatisme fort et aujourd'hui on s'en rend pas compte, mais on a un héritage de tout ça et c'est bien d'avoir accès à toutes ces infos. J'ai fait un gros spoiler, mais on n'a pas encore la date de poser. J'espère qu'elle sera disponible et tout, mais c'est le projet. Et puis autrement, je pense que dans tous les cas, si c'est pas là tout de suite, on arrivera à le faire après. C'est pour parler avec l'UNIV. Tu parles de protection menstruelle. Est-ce que vous faites quelque chose concrètement pour passer des protections jetables à des protections qui ne soient plus jetables, comme les culottes menstruelles, comme les serviettes menstruelles aussi, mais qui soient lavables? Oui, alors on avait fait... après la cup c'est cool, mais il y a encore pas assez de points d'eau. Enfin, souvent ça peut être un peu problématique, faut connaître bien les lieux où tu vas, parce que sinon tu peux être un peu embêté. Et surtout qu'il y a un risque de choc toxique aussi avec la cup. C'est juste la stase du sang, c'est un choc toxique. Dès qu'il y a une stase de sang en interne, que ce soit tampon ou cup, le choc toxique peut arriver, donc c'est important d'avoir quand même conscience qu'il faut avoir des locaux où il y a des points d'eau. En gros, on est sur un projet, ça fait 3 ans qu'on essaye de faire financer des kits de protection réutilisables avec 1 ou 2 culottes ou une culotte et plusieurs serviettes lavables pour amener en fait les étudiantes, les personnes menstruées à avoir accès à des protections réutilisables, parce que comme tu l'as soulevé, en fait c'est une masse folle de déchets, ça se compte en milliards de tonnes par an, pas recyclables forcément. Donc l'idée aussi c'est de lutter aussi avec notre époque. La cause environnementale est très importante, donc voilà, on a cette volonté, on a même créé un livret, tout est prêt, vraiment sur le papier tout est là, il faut juste qu'on trouve des financements, ce qui est plus compliqué. Même on aimerait pouvoir viser au-delà de l'université, parce qu'il y a des écoles qui n'en font pas partie et où il y a des élèves qui pourraient, c'est sûr ça plairait quoi. Donc le projet il est là, et puis comme on a vraiment beaucoup de projets et on peut être sollicité, forcément s'il y a des projets, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans qu'on essaye de le mettre en place et on est déjà passé dans plusieurs commissions et on nous a fait croire que c'était bon, jusqu'à ce qu'à la dernière minute, plus de nouvelles. On perd un peu le fil, mais c'est un projet, et puis même sur les réseaux sociaux on en parle, dans l'exposition il y a aussi ça qui est abordé, donc ouais. Et c'est important. N'hésitez pas à rejoindre Menstruaction. Ouais, voilà. On est gentils, vraiment. Et les hommes sont les bienvenus pour se battre contre la précarité menstruelle. Oui, on a des bénévoles hommes et qui font un travail tout aussi remarquable que les femmes. Donc, faut le soulever. Et puis, c'est aussi... Ah ouais, ça c'est intéressant, parce que quand on fait des actions de collecte, du coup, et que des hommes tiennent les stands, ou même sans aller dans la collecte, juste quand il y a un homme qui tient le stand, il y a toujours un moment de bug chez la personne qui passe devant le stand ou la collecte. Une fois que les garçons expliquent pourquoi ils sont là en fait, et qu'ils ont aussi leur place et qu'ils veulent contribuer, aider, en fait ça permet d'amener d'autres hommes, et même juste certaines femmes, ça les décomplexe aussi sur ce sujet, parce qu'en fait ça peut être dans le cadre juste familial ou privé, amical, qu'elles ont eu des hommes dans leur entourage qui leur ont fait ressentir cette honte et ce tabou, et là de voir que c'est pas tous, et que y en a même qui ont pu avoir ça ou le faire sans s'en rendre compte, et qu'aujourd'hui ils sont bénévoles pour une asso qui lutte contre la précarité menstruelle, ça donne de l'espoir. Donc en vrai c'est cool. Aussi ce qui est sympa à noter, c'est que quand on fait des collectes, en vérité c'est majoritairement des hommes qui nous donnent des dons. Et j'ai plusieurs cas pendant des collectes où c'est des hommes avec des caddies remplis. C'est pas une ou deux protections, c'est des caddies remplis de protections, ils nous les ramènent. Alors que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais souvent chez les femmes, et je pense que c'est parce que c'est un héritage en fait de tabou, et voilà, normalement faut pas en parler quoi. Donc qu'est-ce que vous faites à en parler sur la place publique? C'est un sujet, ça reste entre nous les filles. Il y a certaines femmes qui peuvent être très réfractaires à la cause, et après voilà, il faut tout pour faire un monde, et ça veut pas dire qu'elles changeront pas d'avis plus tard, mais c'est intéressant en fait comme parallèle à faire. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Et renseignez-vous pour aller voir Menstruaction. Voilà, si vous voulez pas qu'on meure. Super conclusion. Merci à Gaëlle d'être venue jusqu'au studio pour nous présenter son association Menstruaction. N'hésitez pas à retrouver Menstruaction sur les réseaux sociaux et à les soutenir sur Hello Asso. Et pour retrouver le podcast, rendez-vous sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio.
Merci à Camille et Nausicaa qui sont d'ailleurs de retour avec moi dans le studio après ce reportage en compagnie de Menstruaction. Elles arrivent dans un petit instant, elles se préparent pour un débat, un vrai fight parce qu'elles en ont des choses à dire sur le film Pauvres créatures qu'elles ont vu la semaine dernière ensemble au cinéma. Vous allez voir, leur avis est très mitigé. Il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a plein d'idées. On va pouvoir donc en faire un petit débat ensemble. Vous pouvez aussi participer à ce débat en nous contactant sur Facebook, Instagram ou même TikTok en nous donnant votre avis sur ce film. Et puis bien sûr, pourquoi pas la prochaine fois nous proposer un autre film qui vient de sortir et qu'on devrait aller voir toutes les trois pour pouvoir en faire un débat. Avant ce débat, j'avais envie de vous parler d'une série havraise, surtout qui parle du Havre du moins, et d'un docker, son histoire sur fond de drogue, une famille qui se déchire. Je vous propose de découvrir cette série qui sort très prochainement sur Arte. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Elle débarque prochainement sur Arte, une série qui s'appelle De Grâce et qui représente les dockers, le port et surtout une famille tourmentée, une famille qui se déchire sous fond de trafic dans le milieu des dockers du Havre. Un scénario donc de la série De Grâce, diffusé prochainement sur Arte. On a déjà une première bande-annonce pour cette série avec Olivier Gourmet notamment, qui vient d'être diffusée et qui nous montre des images de notre ville puisque la série a été filmée dans les rues du Havre. On y voit notamment l'église Saint-Joseph, et puis dans cette bande-annonce, on y entend aussi une voix, celle d'Olivier Gourmet qui va incarner le personnage de Pierre le prieur, havrais, docker, syndicaliste et surtout un homme qui commence à être tourmenté puisque dans sa brigade de docker, il y a des histoires de drogue, il y a des conflits. Parmi les acteurs qui vont lui donner la réplique, on retrouve notamment les comédiens Panayotis Pasco, Pierre Lotin ou encore Margot Bancillon. Ce sont des acteurs qui étaient bien présents sur place. D'ailleurs, les deux scénaristes avaient déjà commencé depuis 2015 à travailler sur cette tragédie familiale et puis ils sont venus ensuite au Havre, notamment dans des lieux atypiques et typiques comme le boulevard Léningrad, le quai Georges V ou encore le quartier de Cocrioville qui apparaissent déjà dès le premier épisode. On y retrouve aussi la piscine du club nautique havrais et des scènes portuaires tournées par contre à Anvers et en Belgique qui n'ont pas été réellement tournées au Havre. Certaines scènes sont réellement tournées au Havre puisque l'équipe de production de Vincent Maël Cardona a posé ses valises pendant 35 jours au Havre durant l'été 2022 afin de produire cette série. D'ailleurs, l'actrice Margot Bancillon qui joue la fille du docker a été récompensée et a décroché le prix de la meilleure actrice pour ce rôle lors du festival Sérimania. Sérimania, c'est une référence en matière de série qui récompense donc les acteurs et les actrices. Quand est-ce qu'on peut voir cette série ? Eh bien, rassurez-vous, on peut la voir rapidement dès aujourd'hui sur Arte TV, sur le site. Et puis sur la télé, elle sera diffusée sur la chaîne Arte les jeudis 8 et 15 février à 20h55. Vous pourrez donc découvrir cette série qui s'appelle De Grâce, qui a été tournée en partie au Havre et qui raconte l'histoire d'un vrai, une histoire plutôt sombre, mais que je vous conseille fortement. Un film qui est sorti récemment et qui fait déjà parler de lui, c'est le film Pauvres créatures, sorti le 17 janvier 2024 en salle, d'une durée de 2h21. C'est une comédie, un drame, mais c'est aussi une histoire fantastique, une romance et de la science-fiction. On y retrouve notamment Jack Barton, Emma Stone ou encore Mark Ruffalo. Et ce film a été produit par Yorgos Lanthimos ainsi que Tony McNamara. C'est un film à la fois britannique et américain qui raconte une sorte de version féminine de Frankenstein. Mais est-ce vraiment ça ? Et bien justement, Camille et Nausicaa arrivent dans le studio pour nous en parler, pour nous dévoiler quelques informations et puis surtout pour nous présenter sans spoil quand même leur avis. Alors il est très mitigé. Moi j'ai entendu plusieurs fois Nausicaa depuis qu'elle l'a vu me dire je l'aime, je ne l'aime pas, je ne sais pas. Camille c'est pareil, elle a souvent changé d'avis. Elles vont nous en parler dans un instant. On les laisse juste s'installer tranquillement dans le studio avec le titre Promis le ciel. C'est un titre français de Delgrès. On l'écoute un instant, juste le temps de laisser à Camille et Nausicaa le temps de s'installer, de rassembler justement leur avis sur ce film qui est très partagé. Pauvres créatures, c'est dans un instant dans le Magal Ouest.
T'es arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en 2 minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes aux pieds, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre à ramer. Ils ont mis tous les parents et les enfants de l'autre côté. On était bien alignés, comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillés. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. À ramer, à ramer. L'orage qui arrive, on va encore dégueuler. Ça fait des semaines comme ça qu'on est tous là enchaînés. Pas moyen de se lever, pas moyen de se laver. Paraît que c'est la félicité, puisqu'on est tous baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la mer. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. À ramer, à ramer. Moi la ramer. Moi la ramer. Et c'était le titre Promis le ciel, un titre de Delgrès sur Westrack Radio. Pendant la diffusion de ce titre, 2 personnes m'ont rejoint dans le studio. Ce sont nos expertes cinéma, nos cinéphiles, nos reines de la chronique. Camille et Nausicaa sont avec moi aujourd'hui dans le studio. Elles vont se tenter un nouvel exercice, faire un débat sur un film sorti récemment au cinéma. Nausicaa, Camille, bienvenue. Coucou. Merci, coucou. Comment ça va ? Ça va très bien. Ce soir, vous vous tentez du coup au direct et au débat. Ça fait plaisir déjà de vous avoir dans l'émission. Merci. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un film que vous avez vu et qui apparemment ne fait pas l'unanimité. Et pourtant, ce film a remporté un Lion d'Or à Venise l'an dernier. Ce film, c'est Pauvre créature, sorti le 17 janvier 2024 dans nos salles obscures, en distribution Emma Stone, Jack Bartow et Mark Ruffalo. Un film donc reçu de manière très mitigée, et certains parlent autant de chef-d'œuvre que d'arnaque féministe. Nausicaa, c'est quoi cette histoire Pauvre créature, qu'est-ce que ça raconte ? Ouais, alors déjà, moi, il faut que je vous le dise, je ne sais toujours pas si j'aime ou non ce film. Vraiment, je suis en mode j'aime pas. Alors, le film, donc, Pauvre créature, qui se nomme donc Poor Things en anglais, c'est une comédie noire surréaliste et rétro-futuriste irlando-britannico-américaine réalisée par Yorgos Lanthimos et qui était sortie donc en 2023. Moi, je l'ai vu il y a 2 semaines et Camille il y a 1 semaine. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme écrit par Alceder Gray et publié en 1992. Ce film, c'est une réécriture en fait contemporaine de l'histoire de Frankenstein. C'est aussi un conte philosophique qui rappelle Candide de Voltaire ainsi que la caverne de Platon. On va pouvoir en parler un peu plus. Pour faire le résumé, c'est l'histoire de Bella,
Bella, qui est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Et en fait, sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Elle est avide de découvrir le monde dont elle ignore tout. Elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Elle est imperméable aux préjugés de son époque. Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. En fait, c'est un film sur la quête de la liberté et du plaisir féminin. Mais bon, faut que je dise la vérité, quand je suis sortie de ce film, moi j'étais très enjouée, j'étais très contente de l'avoir vu, j'ai trouvé ça très beau, j'ai de suite accroché à l'univers. Mais ouais, depuis une semaine, je me dis... remis en question. La forme est belle, mais le fond est quand même très problématique. Ouais, c'est vrai qu'en plus, on a cette évolution du film qui est en plusieurs parties. D'abord, il y a la création de Bella, puis ensuite, elle est un peu retirée à son père, son créateur, pour partir explorer cette liberté féminine. Et en fait, c'est un peu découvrir plutôt le monde... sexuelle, hein, c'est à carrément travers la sexualité. C'est même pas carrément une allusion parce qu'il y a énormément de scènes. Je pense qu'il y a un tiers du film qui sont des scènes de sexe. Oui, voilà. Donc donc c'est vraiment une découverte de soi, mais en même temps c'est un peu pervers. Enfin, c'est vraiment compliqué parce qu'en plus on a donc un personnage qui est une créature à la base. Donc, mais c'est une créature qui est un peu, mise, comme si c'était une enfant. Oui, on a dit qu'on n'allait pas faire de spoil, mais on est obligé d'expliquer un peu. C'est la fille du docteur, c'est ça ? Ouais, c'est qui l'a mis dans le corps d'une femme mature. En fait, qui non, est Emma Stone. C'est pas exactement ça. C'est sans spoil. Mais en fait, on le sait quand même assez rapidement et on le sait dans la bonne annonce. C'est l'histoire d'une femme, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a mis le cerveau d'un enfant dans son corps. Et ça, c'est la base du film. En effet, les scènes de sexe, en fait, c'est assez problématique. Quand on sait qu'au fond, certes, c'est un apprentissage, mais c'est quand même une enfant qui est à l'intérieur. C'est ça. Mais surtout qu'elle part super tôt, en fait. Elle s'émancipe. En fait, il n'y a pas de timeline hyper précise, mais ce qu'on peut comprendre, c'est que peut-être à 9 ans, elle part avec un homme qui a 40 ans pour découvrir le monde, découvrir un Portugal surréaliste. Et pour découvrir le sexe, à 9 ans, on découvre pas forcément le sexe avec un inconnu. C'est problématique. C'est assez problématique quand même. Ouais, alors sa relation avec les hommes, elle est un peu catastrophique et je trouve que c'est même hyper violent parce que dès le début, on peut le dire parce que c'est dès le début du film, justement elle part avec un homme, mais un homme qui avant, entre dans sa chambre et quand même l'agresse sexuellement pour lui faire, soi-disant, pour lui faire découvrir justement le désir féminin et finalement c'est un peu son plaisir et sa liberté en tant que femme, on va dire. Ce qui c'est quand même assez hyper choquant en fait. Surtout comme on a dit. Que l'excuse de il faut un homme pour découvrir pour une enfant son plaisir, c'est quand même assez problématique et même glauque. Ouais, mais en même temps, tu vois, le film commence avec elle, donc on comprend que même si elle a le corps adulte, elle a ce cerveau d'enfant. Et elle commence à se toucher. En fait, on aborde dans ce film la sexualité infantile. Ce que je trouve assez audacieux parce que je ne connais pas d'autres films au cinéma qui ont traité de cela. Mais de suite après, sa première relation sexuelle, c'est une agression sexuelle par un homme qui a 40 ans. Et c'est très problématique. Justement, c'est pour ça que tu t'étais remis en question un petit peu parce qu'il y a quand même, c'est un peu de la pédocriminalité, on en parlait tout à l'heure. Et voilà, donc il y a cette sorte, sous couvert de découvrir une liberté sexuelle, en fait, c'est hyper malsain. Et quand on se dit que c'est une enfant, c'est sûr que c'est encore plus malsain. En plus, avec les hommes la traitent pas forcément super bien non plus. T'en penses quoi ? Il n'y a aucun homme qui est à sauver, très très clairement. Tous essayent de la contrôler en fait de A à Z. À la fois son père qui l'a créé, qui s'appelle donc Godwin, si on fait la traduction, c'est Dieu a gagné. Son premier mari qui est complètement sous l'emprise, le mari, sans spoiler. Il y a donc un homme qui va se marier avec elle, mais qui est complètement sous l'emprise donc du créateur et qui a une admiration pour Bella. Puis en fait, tous les hommes veulent seulement coucher avec elle. Et on le rappelle parce que moi en fait je pense que ce qui m'a beaucoup biaisé dans le film, c'est que comme on la voit adulte tout le temps,
en fait, on se souvient pas qu'il y a quand même un cerveau d'enfant à l'intérieur. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment biaisée quand je l'ai vu la première fois. Et après coup, me dire, c'est vrai que quand même... c'est vrai qu'à la base, on se dit que c'est une créature. Donc, moi, j'ai eu aucune empathie pour ce personnage quand j'ai été voir le film. Parce que je me suis directement dit que c'était une créature et que elle avait pas forcément des vraies émotions ou une vraie conscience. Donc, je me suis pas attachée à elle, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est quand même énormément humanisée, cette créature, et elle est dans le corps en plus d'Emma Stone. Et voilà, quoi. C'est pas n'importe qui, je veux dire. C'est un peu les sortes de... je dirais pas modèle de la femme parfaite, mais que la société, en tout cas, veut nous faire croire. C'est un peu un mannequin. Mais d'ailleurs, le réalisateur Lantimos, j'ai trouvé un article où il reconnaît en fait que même si chaque personnage masculin était différent, tous ont leur propre motivation et tous sont les représentations d'une attitude masculine typique de l'époque victorienne. Donc parce qu'il faut replacer aussi le film dans son contexte. Et je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Il dit, donc le réalisateur, « Il y a des variations, je suppose, mais dans ce film, il y a une tendance générale à essayer de contrôler Bella, même si cela est fait de manière attentionnée ou subtile, de la même manière qu'un parent le ferait, ou que, donc le personnage de Dafoe, Baxter, le ferait, ou simplement être amoureux de la façon dont Rami l'est, donc le mari. Et vous savez, être un homme gentil au fond, mais avoir toujours les caractéristiques d'un homme de cette époque. » Mais en fait, tous les hommes sont détestables, ou alors tous les hommes de la société sont détestables. Je crois qu'il y a juste un homme qui est à peu près gentil avec elle, c'est sur le bateau, je me souviens plus de son nom, mais il lui veut rien de mal, cet homme. Et je trouve que c'est un peu un cliché raciste parce que c'est le seul personnage noir du film. Et ça pose problème aussi que le seul homme... ça pose question dans ce film que la seule représentation d'un personnage noir, il y en a deux, ce soit les personnes gentilles qui vont pas faire de mal à la petite blanche bourgeoise. Donc tous les hommes lui veulent du mal, et même du coup son père ou celui qui est censé la marier, même si c'est des hommes de science, justement c'est des hommes de science, donc ils ont moins cette approche de se dire c'est peut-être un petit peu grave ce qu'on fait. Mais en plus, maintenant si on parle aussi de la relation avec les femmes, Bella, je te laisse raconter, elle arrive à Paris. Oui, et qu'est-ce qu'elle fait à Paris ? C'est le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle se prostitue. Et là, dans la timeline, je pense que le cerveau doit avoir 11 ans. Qu'est-ce qu'une jeune personne de 11 ans fait dans un bordel, en fait, finalement ? Mais le contexte de ça, c'est aussi que, donc, avec l'homme avec qui ils sont partis, ils n'ont pas d'argent pour retourner voir le père de Bella. Donc, Bella se dit, mais comment on gagne de l'argent quand on est une femme ? Et voilà, donc elle trouve ce bordel qui l'accueille à bras ouverts, et voilà, elle découvre plusieurs hommes, plusieurs expériences, et là, ça part dans une sorte de film un petit peu... peut-être très très érotique, mais c'est le moment où moi je me suis dit c'est trop. En fait, il y a un gros male gaze à ce moment-là quand elle va dans le bordel et qu'elle se prostitue. Il y a beaucoup de scènes de sexe. C'est vraiment le moment où on n'en peut plus de voir Emma Stone à poil. Vraiment, à un moment donné, ça nous dégoûte, et je me suis dit, il y en a tellement, c'est tellement grossier, c'est tellement outrancier qu'en fait c'est fait exprès pour dénoncer ça. Pour moi, j'étais vraiment partie de ce principe-là, c'est s'il y en a trop et qu'à un moment donné le spectateur est dégoûté, c'est justement pour dénoncer cette banalisation du sexe tout le temps représenté dans le cinéma. Et même à un moment donné, en fait, je trouve que elle est plus si belle que ça, Emma Stone, dans ses représentations, de la mettre tout le temps en valeur, nue, enfin... Il y a quelque chose de vraiment dérangeant, et c'est pour ça que je me suis dit non, c'est fait exprès pour dénoncer. C'est pour ça que j'aimais bien le film à la base. Mais oui, mais c'est vrai que... quand tu regardes ça, en fait, j'ai trouvé ça un peu génial, on va dire. Je sais pas si je dirais ça, mais de justement nous montrer en fait que, nous dégoûter un peu de ça pour montrer la réalité des choses, qu'on romantise trop tout, et que finalement aussi le quotidien des prostituées finalement aussi, et des femmes un peu dans la société patriarcale. Et comme tu disais tout à l'heure, je crois, il y a un moment où tu t'as dit que en fait Bella, elle est aussi très, elle a une sorte d'innocence ou de naïveté. Parce que c'est pas une femme, tu m'avais dit, c'est pas une femme qui a les codes de la société patriarcale. Ouais,
Tout à fait. Mais c'est ça en fait, comme c'est une créature qui a été créée, qui est dans un vase clos, toujours dans la maison pendant tous les débuts de sa vie, elle est juste éduquée par son père qui est un créateur un petit peu complètement farfelu et fou, et par la bonne qui est dans la maison, et en fait elle a pas du tout les codes sociaux de l'ère victorienne. D'ailleurs on le voit, en fait c'est hyper bien représenté, elle a tout le temps la coiffure hyper détachée alors qu'on sait qu'à cette époque-là les femmes avaient des grosses coiffures justement pour les codes sociaux, et en fait c'est pour ça qu'elle a cette naïveté par rapport au monde et qu'elle découvre tout de façon très crédule finalement, et qu'elle comprend pas le danger de cette sursexualisation de la part de tous les hommes qu'elle croise. Elle ne comprend pas tout le monde et elle le regarde de façon très pure. Et elle est très crue aussi dans son vocabulaire. En fait, elle reproduit et elle redit ce qu'elle apprend et ce qu'elle vit, mais comme un enfant. Bah oui, comme un enfant, mais en fait, comme elle est qu'au contact, surtout au début, que d'hommes qui veulent un peu du mal ou qui veulent la contrôler, bah elle a forcément ce truc-là de le reproduire aussi. Et après... Ouais. Je vais dire avec les femmes toujours, je crois qu'elle a juste un rapport lesbien avec une femme dans le bordel, et je crois que c'est sa seule relation ou son seul rapport heureux. Je sais pas comment dire, mais et en même temps elle domine la relation, parce que encore une fois tout le monde est sous l'emprise de son charme, tout le monde est sous l'emprise de qu'est-ce que c'est que cette créature qui a un libre arbitre, qui fait ses choix et en se moquant de tout le monde. C'est quelque chose qui t'avait beaucoup gêné toi quand on en a parlé la première fois. Tu m'as dit mais j'ai eu aucune empathie pour ce personnage qui est antipathique avec tous les humains qu'il croise en fait. Et c'est vrai, en fait Bella s'en moque. Outre, peut-être non, elle s'en moque pas de son père parce qu'elle a une vraie reconnaissance de son parent, mais sinon, elle se moque de tous les êtres humains, et c'est pour ça que les hommes la désirent autant. C'est que elle ne désire pas les hommes, elle les désire comme des jouets sexuels, mais ça s'arrête là. Elle sait qu'elle n'a pas besoin d'eux pour vivre sa vie. Et d'ailleurs, elle se sert d'eux pour gagner de l'argent et pour retourner voir son père aussi. Il y a aussi à un moment un tournant dans le film. C'est un peu le truc de Candide, quand elle découvre la pauvreté, la misère qu'il peut y avoir, la société un peu capitaliste, les classes sociales, et où elle va vraiment être prise mais d'une empathie. Et je crois que c'est un peu même la seule fois dans le film où elle ressent vraiment une grosse injustice, et elle va donner de l'argent et dire non mais en fait c'est pas juste, c'est pas juste quoi. Et c'est un peu ce truc de Candide dont tu parlais. Ouais, on est complètement au paroxysme de ses émotions à ce moment-là, et de toute façon on l'entend parce que la musique est ultra forte, on le voit parce que les lumières sont hyper jaunâtres à ce moment-là. Enfin, il y a quand même quelque chose de visuel, et puis des gros plans sur la pauvreté, sur des personnes qui sont en train de décéder de façon très très glauque. Et mais je me disais aussi, quand j'ai vu le film la première fois, il passe complètement le test de Bechdel. Et parce que en fait le test de Bechdel c'est un test qui a été créé donc par une illustratrice qui s'appelle donc Alison Bechdel, et il vise à mettre en évidence la surreprésentation des personnages des protagonistes masculins et la sous-représentation des personnages donc féminins dans les œuvres de fiction. Et pour passer ce test, quand on regarde ou qu'on lit une œuvre de fiction, il faut se poser 3 questions parce qu'il repose sur 3 critères. Donc il doit y avoir au moins 2 femmes nommées avec les noms et les prénoms dans l'œuvre. Donc là c'est bon, ils passent le test de Bechdel, et elles doivent parler ensemble, ça se passe, et elles doivent parler de quelque chose qui est sans rapport avec les hommes. Et avec sa relation lesbienne, elle parle du marxisme et des courants, et même avec le personnage un peu plus âgé. Elle parle de littérature, elle parle de philosophie, elle parle de politique, et elles sont complètement détachées des histoires d'amour. Et j'ai trouvé que, comme ce test se veut un indicateur du sexisme, justement, c'est plutôt les hommes qui parlent tout le temps d'elles. Et ajouter à cela le male gaze qui était complètement omniprésent, je me suis dit c'est vraiment pour dénoncer. Et après je me suis rappelé que c'était quand même un bébé dans un corps de femme. Et en plus tu parlais de la vieille personne, la vieille femme qu'elle va croiser sur le bateau, et c'est vrai qu'en plus on avait parlé que les seuls personnages féminins qui ne sont pas en tout cas embêtés par les hommes ou désirés, on va dire, c'est le personnage lesbien dans le bordel, et la vieille la vieille personne, du coup la vieille femme sur le bateau, parce que la vieille elle le dit elle-même, en gros elle n'est plus fécondable, donc les hommes ne la désirent plus, donc elle en a plus peur non plus. Ils ne peuvent pas, elle est un peu intouchable. Ouais,
Complètement. Et d'ailleurs, je crois qu'aussi c'est elle qui va lui donner aussi une sorte d'ouverture avec la littérature. Elle va lui donner, lui prêter son livre, pendant 10 secondes parce qu'un homme va lui arracher des mains, mais c'est cette ouverture d'esprit autre. Elle va lui offrir autre chose que la liberté sexuelle ou l'émancipation sexuelle que l'homme lui a donnée au début en lui faisant croire que c'était aussi ça, apprendre à se connaître. En lui montrant, je crois que c'est le 2e sexe d'ailleurs qu'elle lit. Je sais plus, je l'ai pas retenu ça. Je crois que c'est ça. Mais ce qui me pose aussi problème avec ce film, c'est que donc il vient après Barbie et c'est souvent ce que les critiques, on peut le lire sur internet, ça vient après Barbie. Est-ce que ce serait pas un Barbie steampunk en fait pseudo-féministe ? Et je me dis c'est un peu triste que les films nous présentent toujours des personnages féminins qui sont toujours dans une sorte de binarité de l'émancipation de la femme. On est encore un peu dans le schéma de la maman et la putain. Et c'est un peu lassant. Et je crois que c'est ce que je reproche beaucoup au film, parce que il y a une fin qui peut être jouissive. Je n'arrive plus à parler. Jouissive. Mais en fait, est-ce qu'on veut vraiment, nous, en tant que femmes, en tant que spectatrices, en tant que citoyennes, juste inverser le patriarcat et faire un matriarcat, je sais pas. Moi, j'ai pas trop envie de ça, tu vois. C'est vrai que, sans spoiler, la morale, elle est... je trouve qu'elle est très faible, la morale, finalement. Mais en même temps, c'est logique, parce que le personnage n'a... comme on avait dit aussi, il apprend que par les hommes, et c'est très violent, et elle va reproduire ce schéma-là sur les autres. Et donc, tu te dis, mais... c'est pas vraiment féministe. Je crois que quelqu'un qui disait, est-ce que c'est féministe ou c'est pas féministe ? Non. Je crois pas que ce soit... Féminisme, c'est l'égalité plus entre les sexes. Et là, il n'y a pas du tout d'égalité. C'est soit un qui écrase l'autre, soit l'autre qui écrase l'autre, quoi. C'est mettre fin à l'exploitation et l'oppression sexiste. Mais en fait, inverser les rôles, ce n'est pas vaincre le sexisme. On a parlé beaucoup du fond, qui est très important, mais il y a aussi la forme, les couleurs. Je sais qu'une partie du film se passe en noir et blanc. Tu parlais d'un Londres victorien, mais c'est un peu fantasmé en fait. Je crois qu'à un moment donné, elle part au Portugal, il y a des tramways volants, tout est coloré, soit tout est terne, soit tout est coloré. Camille, toi, je sais que tu l'as vu d'un regard de cinéphile et de cinéaste. Tu peux nous en parler un petit peu justement de toutes ces couleurs, de toute cette représentation? J'ai trouvé que c'était intéressant en tout cas que le film commence et c'est en noir et blanc comme tu l'as dit, et ça m'a beaucoup et on en a parlé en plus, c'est un peu un Frankenstein, un peu version féminin, et ça m'a beaucoup fait penser aux anciens films, aux premiers films de science-fiction, fantasy, horreur, où t'as le scientifique qui crée sa créature. D'ailleurs, le scientifique qui ressemble plus à Frankenstein que sa créature. Il a des petites cicatrices un peu partout sur le visage, et ouais, ce truc de création, et ça m'a un peu fait penser... je viens de m'y penser, un peu création, début du cinéma, création de la créature, mais création d'un nouveau monde en fait, et de nouvelles possibilités, les nouvelles technologies, tout ce truc, tout cet apport, cette nouveauté quoi. Et c'est vrai qu'après le reste du film, il est très, c'est comme si j'ai l'impression d'avoir un peu regardé un ancien film. Il y a cette chose là des décors. Les couleurs un peu hyper flash, exacerbées, un Paris hyper romantisé. Pareil, le Portugal, c'est vraiment des couleurs très très chaudes. Et ça m'a fait aussi penser aux anciens films où ils mettaient juste un décor et qui déroulait, qui faisait défiler. Il y avait les personnages qui bougent quand ils sont dans le bateau, par exemple, ou des trucs comme ça. C'est vrai que après, quand t'arrives dans le film, tu te dis ok, le film il est comme ça, le style, les couleurs, l'ambiance, et tu t'y fais. Je trouve. Ouais. En fait, donc tout le début du film est en noir et blanc, et lorsqu'elle quitte la maison pour la première fois, la couleur apparaît. Donc c'est hyper intéressant aussi de se dire ça. Bon, après c'est aussi le début d'une grosse sexualité avec la couleur, et ça aussi c'est un peu étrange d'ouvrir le film sur ça. Mais ouais, pour moi c'est vraiment, comme tu l'as assez justement relevé, c'est un peu le début du cinéma, comment on faisait avec des trucs en carton-pâte, et tout le moment en fait avec la couleur quand elle est sur le bateau, quand elle est au Portugal, c'est très fake. Très 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 fake, très surréaliste, et je me dis mais elle le regarde avec des yeux d'enfant.
C'est pour ça que c'est aussi fake, parce que quand on a l'imagination qui n'est pas du tout bridée par la société, l'éducation, tu regardes tout avec des yeux émerveillés sur le monde. Et ça, c'était très très chouette, je trouvais, même si très très kitsch. Même si très kitsch quand même, faut le dire. Puis, je trouve comment le personnage de Bella est mis en scène. On en a parlé, je crois, tout à l'heure, mais chaque fois, elle a des couleurs très vives, très lumineuses. Et comme, du coup, ça revient un peu à l'image, un peu comme si c'était une déesse. Ouais. Parce qu'elle a des très longs cheveux noirs, avec sa peau très pâle. Ça fait un peu comme si elle était surréelle et qu'elle n'existait pas vraiment, une créature, quoi, finalement. Mais c'est vrai qu'en plus, elle a des couleurs très flash et qui vont un peu avec son caractère aussi. Ouais, tout à fait. Je sais qu'on n'a pas touché tous les points que vous vouliez, mais il va falloir terminer cette émission. J'ai une dernière question, je ne sais pas si vous aurez la réponse. Le titre s'appelle en français « Pauvre créature » avec un S. Au final, quand on entend « pauvre créature », on pense qu'on parle de Bella. Est-ce que finalement, les pauvres créatures, ce ne seraient pas tous les autres qui la rencontrent? Totalement. Mais j'ai eu ce Carrément. débat hier avec un ami de me dire, mais J'ai toutes pas vu le les film. personnes sont des créatures en fait. Toutes les personnes sont monstrueuses à leur façon. Et je crois que on en vient à se demander, est-ce que les humains ne sont pas plus monstrueux que Bella, la créature? En fait, finalement, Bella, elle est un peu antipathique, mais je pense que elle est juste d'un œil innocent. Et tous les humains viennent se mettre sur son chemin et ça montre en fait tous les maux et tout. En fait, tout ce c'est que nous les pauvres créatures. Bah oui, mais c'est un peu nous parce qu'en plus les personnages ils subissent un peu Bella, ils subissent ses humeurs, si elles veulent bien d'elle ou pas. Et puis c'est vrai, t'as raison, Lucie. Vous conseillez quand même le film? Au moins d'aller le voir pour se faire son propre jugement. Très bien. Merci à vous deux pour cette première édition d'un petit débat. Peut-être qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des prochains films que vous voulez que Camille et Nausicaa aillent voir et qu'elles puissent nous délivrer leurs secrets, leurs ressentis, vous pouvez nous contacter directement sur Facebook ou Instagram. Merci à vous deux. Merci à toi. Et on termine donc cette émission en musique avec le titre Intensive Car Unit. Je vous donne rendez-vous demain à 17h avec l'association Associa Sound pour parler musique, techno et événements. Et nous, on se quitte donc en musique avec ce titre de Suède. Je vous souhaite une excellente soirée sur Westrack. In my room, my house is not my home. What did I do? It's in my bones. Where are you now? Where have you gone? It's not my home. It's not my home no more. Hey, where are you now? I lost my mind. I'm also down right now. I lost my mind. Not dead.
Det är längre hit bort, så här är det inte